7 erreurs de négociation qui peuvent vous coûter très cher. Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue de l'un des 500 meilleurs livres de développement personnel, développement professionnel et entrepreneuriat que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui peut sembler un petit peu atypique sur une chaîne où je m'adresse à des entrepreneurs, puisqu'il s'agit d'un livre qui a en fait été écrit à l'origine pour les investisseurs immobiliers. Mais dans ce livre se cache une petite pépite qui explique 7 erreurs de négociation à éviter à tout prix. Le livre en question est Charles Morgan, Les secrets de l'immobilier. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre de mon projet d'acheter un certain nombre de biens immobiliers. À l'heure où je filme cette vidéo, je suis en train de faire ma première offre pour un appartement locatif. Et à l'heure où vous regardez la vidéo, normalement, je devrais avoir quelque part entre 1 et 2 biens immobiliers. On verra à quelle vitesse je peux avancer sur mon projet. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 10 biens immobiliers, on ne saura jamais. À moins que je vous le dise dans une future vidéo. Pour revenir à ce livre, donc comme je vous ai dit, la raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est parce que j'avais cette réflexion par rapport à l'achat d'un bien immobilier. Et bizarrement, dans ma tête, ce projet était un peu distinct de la façon dont j'aborde plein d'autres projets, y compris ceux pour mon entreprise. Et donc, je me suis dit que ça serait intéressant de parler de cette question de négociation parce que bizarrement, on se crée des compartiments comme ça dans notre cerveau qui font qu'on peut avoir de très très bonnes pratiques dans un domaine et ne pas les appliquer dans un autre domaine. Par exemple, j'ai rencontré plus d'une fois parmi mes 10 000 clients, j'ai rencontré plus d'une fois des personnes qui avaient eu un bon succès dans des investissements qui n'avaient rien à voir avec une entreprise. Donc par exemple, un très bon succès en tant qu'investisseur ou promoteur immobilier, mais qui avaient du mal dans le démarrage ou le lancement de leur activité à appliquer les mêmes bonnes pratiques qu'ils avaient dans la gestion de leurs biens locatifs ou dans le travail qu'ils faisaient avant. Et je pense que c'est très très important quand on a des bonnes pratiques dans notre vie d'être capable de les transposer à un nouveau secteur d'activité. Par exemple, autant j'ai appris de façon douloureuse comment négocier gagnant-gagnant pour éviter de me faire tordre le bras dans une négociation, mais aussi pour éviter de fermer la porte dans une négociation. Donc j'ai beaucoup appris dans la gestion de mon entreprise à mieux comprendre les négociations, aussi bien avec des prestataires que des partenaires, des employés ou des fournisseurs. Et j'ai réalisé une vidéo sur cette chaîne dont je vous mettrai le lien dans la description qui s'intitule « Comment négocier comme Donald Trump ». Je pense que ça sera une bonne ressource pour vous d'aller voir cette vidéo puisque je chronique le livre de Donald Trump au sujet de la négociation. Et donc, je vais maintenant vous faire part de 7 erreurs que j'aurais pu commettre dans ma première offre immobilière simplement parce que j'aurais oublié d'appliquer les mêmes bonnes pratiques que j'applique dans mon entreprise et je veux vous éviter ça, aussi bien si vous faites de l'investissement que dans le cadre de la négociation d'un gros contrat pour votre boîte. Quelle est la première erreur de négociation qu'on peut commettre quand on démarre la conversation? Eh bien, la première erreur de négociation, c'est de payer le prix demandé. En effet, quand vous démarrez une négociation sur un listing, et évidemment ici si on parle d'immobilier, il s'agira du prix affiché en agence ou du prix si c'est un particulier qui le vend que vous allez voir directement sur Le Bon Coin. Si vous travaillez avec un fournisseur, il peut s'agir du prix qui se trouve sur leur site internet ou de leurs conditions de paiement. Eh bien, il faut savoir que le prix qu'ils mettent sur le site internet ou dans la vitrine, c'est dans l'idéal. Si on tombe sur quelqu'un qui a plein de sous et pour qui l'argent n'est pas une considération, eh bien voici ce qu'on aimerait lui facturer. Donc l'entrepreneur libre étant quelqu'un qui veut que son argent aille plus loin et que son argent lui ait le plus d'effet de levier possible, eh bien c'est aussi un entrepreneur qui négocie et qui sait revoir à la baisse les prétentions de vos fournisseurs, des personnes qui ont besoin de votre argent pour ne rien en faire de mieux que ce que vous pourriez en faire. Et donc, cette négociation, elle ne doit pas s'arrêter au prix qui est sur l'étiquette. Et je fais une petite parenthèse pour vous apprendre quelque chose d'intéressant, qui est que les prix sur des étiquettes,
ça n'a pas toujours existé. En effet, les étiquettes de prix ont été inventées par les Quakers aux États-Unis, qui sont en fait des protestants avec un certain fonctionnement très très carré de la vie. C'est eux qui font les Quaker Oats, donc les flocons d'avoine que vous trouvez chez votre supermarché préféré. Et les Quakers, en fait, ils sont partis de cette réflexion qui est, depuis l'aube des temps, quand vous alliez au marché, eh bien, il fallait faire quelque chose que les Quakers détestent, qui est, au marché, souvent, il faut marchander. C'est-à-dire, vous arrivez et vous demandez combien ça coûte. Eh bien, on ne vous a pas annoncé le même prix qu'on a annoncé à la personne qui est venue juste avant vous. Pourquoi? Parce que si vous êtes mieux habillé, on va se dire que vous avez plus de moyens, donc à la tête du client, on vous facture plus cher. Vous devez un peu négocier le prix à la baisse. Bref, les Quakers ont jugé que ce n'était pas équitable que les prix soient à la tête du client et soient différents selon la capacité de discussion, de négociation de chacun. Donc ils ont dit on va instaurer un système où le prix sera le même pour tout le monde. Alors ce système évidemment a été vite adopté dans la grande distribution et aujourd'hui vous allez à Carrefour, à Leclerc, votre supermarché de quartier, eh bien vous n'allez pas pouvoir avec la vendeuse à la caissière lui dire bah, écoutez les pommes pour 5 € le kilo c'est vraiment abusé, j'en paierai que 4,50 ou alors vous gardez vos pommes. Vous pouvez faire ça, elle va vous dire bon, ben, on garde nos pommes. C'est du coup devenu quelque chose de très présent dans notre culture occidentale que discuter les prix, c'est choquant, c'est les gens pauvres qui font ça, c'est les gens proches de leurs sous qui font ça, ça a un côté un peu dégradant et on n'ose pas. Je l'ai moi-même vécu pendant mon tour du monde avec ma compagne Cécile, on est arrivé en Inde. On a été accueillis par notre hôte, on faisait du couchsurfing, on a été accueillis par notre hôte à Nupam à la gare qui nous a dit je vous ramène chez moi, on va en rickshaw, en français ça s'appelle un pouce-pouce quoi, enfin c'est un petit truc à moteur où vous asseyez à l'arrière et quand on est arrivé, on a payé 80 roupies pour aller de la gare à chez lui. Le lendemain, nous, on part visiter, il nous a expliqué son adresse, etc., pour qu'on puisse rentrer. Quand on arrive à la gare, je descends les marches comme ça, il y a tous les taxis quoi, qui sont là et qui disent « Bon, moi ». Donc, je dis « Je vais à telle adresse ». Et ils me disent « C'est 250 roupies et tout le monde est d'accord ». Ils sont tous d'accord entre eux. C'est pas un marché où chacun dit « Non, moi, je le fais pour 200 ». Non, c'est 250. Je dis « Non, c'est pas le tarif. » Ils disent « Ah, si, c'est le tarif. » Le mec, il se tourne vers son voisin, il dit « Ah, c'est 250. » Le mec, il dit « Oui, c'est 250 roupies. » Je dis « Non, c'est pas possible. Hier, on était 3, on a payé 80 roupies, et là, c'est 250, alors qu'on n'est que 2. C'est pas possible. » Et puis, on descend le tarif, 150, 100. Le mec est vraiment pas content. Allez, ok, 80. Hop, il m'emmène. Le lendemain, on revient, on descend les mêmes marches, et c'est cette fois-ci Cécile, la petite blanche blonde qui passe devant et qui dit on va à telle adresse, 450 roupies. Cécile, non, c'est pas possible, ça peut pas être 400. Et les mecs, si, c'est le prix, 450 roupies, bah oui, pour aller à tel endroit, ils se tournent les uns vers les autres, bah oui, 450 roupies, non. Et le mec, il fait oui, bah oui. Et moi, j'arrive derrière, je dis non, les mecs, c'est pas 450 roupies, on a payé 80 hier, c'est pas possible. Non, 80, bon, personne ne vous a. Je dis au mec, mais c'est toi. Vous tous, je vous connais pas, mais lui, toi, c'est toi qui m'as amené hier et c'était 80 roupies. Le mec fait non, jamais de la vie. Donc, évidemment, cette expérience de la négociation, c'était pas mon expérience préférée de mon voyage en Inde, pareil en Thaïlande. Parce que dans notre culture, on a l'habitude, il y a un prix, c'est le prix. On ne va pas tous les jours repartir de 450 pour réarriver à 80 et se remettre d'accord. Au bout d'un moment, ça use. Et les Quakers nous ont épargné énormément de temps de cerveau collectif. Mais si vous, entrepreneur, vous voulez que votre boîte prospère, vous, en tant qu'entrepreneur qui veut investir ses sous, vous voulez que votre investissement prospère, eh bien, il ne faut pas hésiter à négocier. Et peut-être qu'il faut se retaper le truc, on part à 450, on va à 80, mais ce n'est pas tous les jours non plus. Donc, ça vaut les quelques minutes d'investissement pour que votre argent ait davantage d'effet de levier. Comme ça, vous n'êtes pas obligé, si vous arrivez à négocier et que votre vie, vous la vivez à 30% moins cher que le prix affiché, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous fouler à travailler 80 heures par semaine pour générer 30% de chiffre d'affaires en plus. Il vous suffit
d'avoir pris quelques minutes pour négocier à 30% la domiciliation de votre entreprise, les services de secrétariat et qu'en sais-je. Et du coup, il n'est plus besoin d'autant de courir dans la roue de hamster comme ça pour faire entrer du chiffre d'affaires. Donc première erreur, je vous promets, je ne ferai pas aussi long sur chaque erreur. Première erreur, c'est de payer le prix demandé. Deuxième erreur, mettre toutes ses cartes sur la table. Vous commencez une négociation, eh bien, évitez de donner en fait votre prix maximal si c'est vous qui payez, votre prix minimal si c'est vous qui vendez. Parce que vous ne connaissez pas en fait la distance de négociation qu'a l'autre personne en face. Donc plutôt que de faire votre meilleure offre et de ne pas pouvoir avancer, négocier, eh bien faites comme je l'enseigne dans mon autre vidéo sur la négociation où je vous explique comment on fait pour trouver le juste milieu entre 0 et 100. Donc 0, c'est vous qui perdez à 100% et 100, c'est vous qui gagnez à 100%. Comment est-ce qu'on trouve le juste milieu entre vous et l'autre négociateur? Ça, c'est dans une autre vidéo, dans le lien dans la description. Troisième erreur des négociateurs, c'est de faire une offre beaucoup trop basse. Autrement dit, si vous ne savez pas quelle est la marge de discussion de l'autre personne, eh bien évitez d'être le premier comme ça à parler en faisant une offre carrément trop basse. Ça peut passer quelquefois, comme on dit, sur un malentendu, ça peut passer, ou si le vendeur est extrêmement pressé ou a des difficultés. Mais il y a un double inconvénient. Alors dans le cadre d'un bien immobilier, si vous faites une offre trop basse, à moins de faire beaucoup de volume, vous faites 40 offres toutes les semaines, bon, il y en a bien un qui finira par mordre, pourquoi pas, c'est une stratégie. Par contre, en tant qu'entrepreneur, en fait, si vous devez négocier des tarifs de prestataires, de fournisseurs, et que vous faites tout le temps une offre trop basse, eh bien, même quand quelqu'un prend cette offre parce qu'ils ont vraiment besoin du cash aujourd'hui et qu'ils n'écoutent pas les vidéos du marketeur français et qu'ils ne savent pas comment se différencier, etc., eh bien, même quand quelqu'un saisit votre offre, il y aura une certaine rancœur ou alors pas une volonté de travailler ensemble sur le long terme. Et donc, ce n'est pas une offre gagnant-gagnant. Donc, c'est bien de faire une offre et de négocier, mais évitez d'essayer de tirer toute la couverture, sinon vous créez de la rancœur, et la rancœur, c'est jamais très très bon. Quatrième erreur, ça c'est très classique, et je vois tout le temps. Quatrième erreur des négociateurs qui se trompent, la quatrième erreur, c'est renchérir contre soi-même. C'est-à-dire que vous avez fait une offre, et en face, vous avez quelqu'un qui encaisse l'offre. Donc, chacun a son rôle dans cette conversation. C'est un peu comme un jeu. C'est un peu comme je vous disais, les escaliers de la gare de Gourgan à côté de New Delhi. C'est pareil. Vous avez les mecs en face, ils ont leur bici-taxi, leur rickshaw. Leur rôle, c'est d'essayer de vous facturer beaucoup plus cher parce que du coup, un touriste qui a payé 450 roupies, pour un aller-retour, ça lui rapporte beaucoup plus que 4 touristes qui vont payer 80. Donc évidemment, le mec, c'est son boulot, c'est sa mission. Sa mission, c'est d'essayer de me faire facturer, de me pigeonner le plus possible. Ma mission, c'est de ne pas me faire pigeonner. Donc il va me dire 450, je vais lui dire 80. Sa mission, c'est de me faire céder. Donc il va me dire, ben non, c'est pas les prix, regarde, c'est les prix. Ben non, c'est pas les prix c'est 450, n'est-ce pas? Oui, bien sûr qu'il va faire ça. Quand vous faites votre négociation, vous êtes face à un client, certains d'entre vous qui regardent mes vidéos où vous vendez du consulting, des offres comme ça, avec des prix qui sont modulables, on va dire. Vous êtes face au client, c'est le job du client de réagir quand vous dites votre prix en faisant « Ah ouais, ah non mais, ouh, vous faites plaisir là, hein, ouh, bah dites donc, c'est un budget votre, je vais réfléchir, hein, parce que faut que j'en parle à ma femme. » C'est son job. C'est son job. Il a raison de le faire. Pourquoi est-ce qu'il a raison de le faire? Parce que 4 entrepreneurs sur 5 ou davantage, pour vous donner une idée, mais je pense la très grande majorité, vont entendre ça et vont dire « Ouais, bon, du coup, peut-être qu'on peut s'arranger, je vais vous faire une ristourne, je vais baisser un peu ou on peut enlever telle option. » Voilà. C'est son job de vous faire baisser votre prix et négocier contre vous-même. Donc, votre job, c'est de rester comme ça. Celui qui se tait le plus longtemps a gagné, en fait. Son job, c'est de dire « Ah oui, c'est le tarif. » Et du coup, que lui dise « Bon, ok. » Donc, erreur à ne jamais commettre, renchérir contre vous-même. Vous avez fait une offre, que ce soit pour un achat ou pour une vente, eh bien, vous attendez une contre-offre. Vous ne
faites pas vous-même une contre-offre sur l'offre que vous-même avez déjà établie, sinon ça ne servait à rien de la faire à la base. Erreur numéro 5 des négociateurs débutants, c'est faire une offre à prendre ou à laisser. Et ça peut paraître contre-intuitif parce que c'est en fait recommandé par beaucoup de cours de négociation que de faire une offre à prendre ou à laisser. Et quand je dis ça, et quand l'auteur le dit, c'est pas tellement le fait de faire à un moment donné une offre en disant bon ok on arrête, c'est tant ou rien. Ça c'est une bonne stratégie de négociation et j'en parle dans mon autre vidéo sur les techniques de Donald Trump. C'est une très bonne technique. Par contre, quand vous faites cette offre qui est à prendre ou à laisser, c'est dans le ton en fait que le but n'est pas de fermer la porte. Il y a une façon de dire, écoutez, c'est mon dernier prix, si ça vous déplaît, je comprends. Et du coup, on s'arrête là parce que j'ai d'autres opportunités et là, pour ce prix, en dessous de ce prix, si je suis vendeur, ou au-dessus de ce prix, si je suis acheteur, ça ne marche pas pour moi, donc tant pis. Si ça ne vous convient pas, on arrête là, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Ça, c'est une façon de faire une offre à prendre ou à laisser. Par contre, si vous faites l'offre à prendre ou à laisser en claquant la porte du nez de la personne d'en face, en disant, écoutez, c'est ma dernière offre, c'est un ultimatum, donc voilà, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Donc si vous faites ça, si ce n'était pas la peine de faire l'offre, vous avez déjà fermé la porte de par le ton que vous utilisez dans cette communication qui n'est pas gagnant-gagnante. 6e erreur sur les 7 erreurs qui vous coûtent cher en termes de négociation, c'est de trop parler. Et vous allez dire, Sébastien, tu es un peu victime de ça là parce que tu nous parles beaucoup dans cette vidéo. J'espère que je ne prends pas plus de temps que nécessaire pour vous faire passer les idées, mais une erreur de négociateur débutant, c'est ça, c'est vous continuez parce que vous avez peur du silence, alors qu'en fait, le silence est votre allié. C'est une information super importante à retenir. Le silence est votre allié. Vous êtes en train de discuter avec cette personne. Quand il y a une offre qui est faite, vous faites votre offre, eh bien, c'est... On la boucle jusqu'à avoir entendu un OK, une signature ou une contre-offre. On ne recommence pas à parler parce qu'on est mal à l'aise. Et rien que d'apprendre ça, savoir accepter le silence, être très confortable avec... un peu de silence, eh bien, ça va booster votre confiance en vous, ça va vous aider dans les dîners de famille, ça va vous aider dans les soirées de networking où vous discutez avec quelqu'un et puis il y a un petit blanc et un ange qui passe dans la conversation. Ça va vous aider dans les négociations importantes, ça va vous aider quand vous êtes en premier rendez-vous avec la femme ou l'homme de votre vie et que pendant un instant, entre la poire et le dessert, il n'y a rien qui est dit pendant 10 secondes et vous n'êtes pas obligé d'être comme une pipelette à parler davantage et à négocier contre vous-même. Et ça, voilà, c'est peut-être une des techniques de communication les plus importantes à apprendre, c'est savoir se taire. 7e et dernière erreur des négociateurs débutants, c'est de répondre à une offre non écrite. Parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est très facile de négocier blablabla, mais la conclusion qu'il y aura concrètement d'un point de vue juridique et puis sincèrement aussi dans votre échange avec cette personne avec qui vous négociez, la conclusion qu'il y aura à cette négociation, c'est la dernière chose qui a été écrite et sur laquelle on peut montrer qu'on a été d'accord. Et donc, si 1 an ou 2 ans plus tard, vous rediscutez, ça m'est arrivé, on rediscute avec quelqu'un et on n'est pas d'accord, vous pouvez avoir 2 personnes qui sont de bonne foi et qui se souviennent de choses différentes, parce que vous vous souvenez de 2 conversations différentes ou de 2 moments différents dans la même conversation, ou alors un des deux a oublié qu'il avait cédé du terrain, et donc les 2 personnes sont de bonne foi. Eh bien, le seul argument qui va permettre d'imposer voilà sur ce quoi on était d'accord, c'était d'avoir quelque chose d'écrit. Donc, évitez, ça m'est arrivé dans un contrat important de coproduction de produits, ça m'est arrivé d'avoir, on n'avait que l'ébauche, la première ébauche du contrat avec des notes manuscrites dessus, et puis 3 ans plus tard, on sait très bien, tous les deux, moi et le gérant de l'autre société, que ce n'est pas ça qu'on avait signé, qu'on avait changé les termes là-dedans, eh bien, il n'y a pas de papier qui prouve l'autre version. On n'est pas d'accord sur qu'est-ce que c'est en plus, l'autre version. Du coup, le seul papier sur lequel on peut se baser, c'est le brouillon avec plein de notes écrites par-dessus. Et ça nous a coûté très cher à tous les deux. Donc, je voudrais vous éviter cette erreur.
On se retrouve lundi prochain pour une autre lecture de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Comme ça, je peux vous envoyer gratuitement les vidéos chaque semaine. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre, Le secret des entrepreneurs libres, eh bien, j'y explique comment vous pouvez vivre une vie libre en ayant une entreprise qui tourne même en votre absence. Ce livre, je vous propose en ce moment de le tester gratuitement avec de nombreux bonus. Et toutes les informations pour ça sont dans le lien sous cette vidéo. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, à lundi. À une interaction, on va dire, à distance, comme un email, l'envoi d'un courrier postal ou la simple diffusion d'une vidéo sur Internet. C'est pourquoi j'ai très rapidement commencé à utiliser